Écoutez, elle revient. Sentez, elle retrouve tout son parfum. L'UEFA Champions League est de retour à la maison, là où le football est le plus grand. Cette saison, retrouvez les 2 plus belles affiches de chaque journée de l'UEFA Champions League sur les chaînes Canal+. Appelez vite le 3910, service gratuit plus prix appel. Vous êtes sur RTL. Le grand jury, RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison du grand jury. Nous vous font vivre chaque semaine cette présidentielle qui s'annonce dans un nouveau décor pour ceux qui nous regardent et avec 2 nouvelles rubriques. Parole des lecteurs, notamment en fin d'émission avec Marie-Pierre Haddad. C'est vous qui interpellez directement l'invité du jour. Et aujourd'hui, donc, pour débuter cette saison présidentielle, avec nous, Gabriel Attal. Merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Et à mes côtés, pour vous interroger, je suis ravi de retrouver Marion Mourgue pour Le Figaro. Et puis Adrien Gindre pour TF1 LCI. Jean Bacouille, tellement je suis content de vous retrouver, chers amis. Alors, Gabriel Attal, vous portez la parole de l'exécutif depuis maintenant 13 mois. Le boulot le plus compliqué du gouvernement, dit-on, parce qu'il vous expose sans cesse, souvent aussi parce que vous êtes sur l'écume et moins dans le fond des dossiers des politiques publiques. Mais vous assumez complètement cette mission, celle de défendre, quoi qu'il en coûte, l'action du gouvernement et bien sûr Emmanuel Macron. Je veux être celui qui rend les coups, avez-vous déclaré. Et pour cela, vous avez obtenu sans mal l'onction du président qui, je vous cite toujours, vous a dit d'y aller franco. Vous voilà donc sniper en chef pour dézinguer notamment les adversaires. Ces adversaires qui voient de l'arrogance et beaucoup aussi un côté bon élève prêt à tout pour plaire à Emmanuel Macron et viser plus haut. 6 secondes quinquennat il y a. Après tout, à peine 32 ans, toutes les ambitions vous sont permises. En tout cas, pas sûr que les critiques vous empêchent de poursuivre dans votre tonalité offensive, surtout à l'aube donc d'une campagne présidentielle qui s'annonce musclée. Nous parlerons bien sûr politique longuement dans la deuxième partie de cette émission, mais d'abord parlons vaccination et manifestations anti-pass. Il y en a eu de nouvelles hier avec une mobilisation qui fléchit mais qui est toujours là. Marion Mourgue. Oui, c'est la 7e semaine de manifestation. On voit donc que les manifestants reviennent. Qu'est-ce que vous leur dites ? Vous leur dites on vous a entendu ou ça ne sert à rien, c'est pas la peine de revenir, on ne changera pas de position sur le pass sanitaire ? Moi, j'ai toujours fait la part des choses entre des Français qui sont le plus sincèrement du monde inquiets vis-à-vis de la vaccination, qui se posent des questions, qui ont des doutes. Et là, notre responsabilité, c'est d'aller les convaincre. Et c'est ce qu'on fait. Et on en convainc chaque jour un peu plus qui franchissent le pas et qui vont se faire vacciner. Et puis, vous avez des personnes qui sont dans l'instrumentalisation de ces peurs, de ces craintes, de ces doutes. L'instrumentalisation à des fins politiques ou médiatiques. Certains qui sont dans l'hystérisation. Qui, malheureusement, on les voit bien, les leaders, entre guillemets, de ces mouvements, Florian Philippot, d'autres, qui ont décidé de se servir de la crise sanitaire, de se servir des inquiétudes, des peurs des Français pour de la gloire, si on peut appeler ça comme ça, politique ou médiatique. Mais vous avez le sentiment que c'est un mouvement politique, politisé, ce mouvement des anti-pass sanitaires ? Je ne dirais pas cela. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des points de vue différents dans ces manifestations, dans ces mouvements. Ce que je constate aussi, c'est vous qui l'avez dit, c'est que la mobilisation a plutôt tendance à diminuer, mais c'est aussi à mesure que la vaccination progresse. Mais c'est un mouvement qui s'essouffle. Vous dites aujourd'hui que c'est un mouvement qui s'essouffle. On approche pour vous, Gabriel Attal. 50 millions. Moi, je suis pas là pour dire et donner des brevets de mouvement, et c'est plutôt les observateurs politiques, les commentateurs, les journalistes qui peuvent le dire. Moi, ce que je constate, c'est que la vaccination progresse, qu'on tend vers les 50 millions de Français ayant reçu une première dose, que chaque jour, on convainc des personnes d'aller se faire vacciner. Je vais vous donner un exemple. On vient de franchir le million de Français vaccinés via nos opérations d'aller vers. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le travail qu'on fait avec des associations, des collectivités locales, pour aller chercher des personnes qui ne peuvent pas, pour différentes raisons, se déplacer jusqu'à la vaccination. C'est 1 million de personnes qui probablement ne se seraient pas faites vacciner si on n'avait pas été les chercher au pied de leur immeuble via des associations qui ont l'habitude de les accompagner. Et moi, c'est ça que je regarde. Il y a encore des Français
On va revenir fragiles, sur la vaccination. On va revenir dessus. Il y a encore des Français fragiles qui ne sont pas encore vaccinés. Il y a près de 3 millions de Français de plus de 50 ans qui ne sont pas encore vaccinés. Gabriel Attal, vous parlez d'hystérisation, d'instrumentalisation. Les mots sont forts. Votre collègue du gouvernement, Clément Beaune, faisait référence cette semaine au camp de la raison. Est-ce que ça veut dire que finalement, vous représentez le camp de la raison et que tous ces manifestants seraient des abrutis qui n'auraient pas compris le message et l'enjeu? Non, personne ne considère qu'en démocratie, il y a ceux qui ont raison par principe et ceux qui ont tort par principe, évidemment. Simplement, il y a des faits et il y a la science. Et moi, je pense que c'est toujours important, y compris dans des moments de doute, dans des moments de crainte, d'inquiétude, et on peut le comprendre dans une crise sanitaire, c'est important d'écouter et de faire confiance à ceux qui sont les premiers spécialistes de ces questions, c'est-à-dire les scientifiques qui travaillent en indépendance, qui ont réussi des prouesses depuis le début de cette crise pour mieux prendre en charge les patients à l'hôpital, pour trouver un vaccin et pour permettre aujourd'hui de protéger. Parce que le vaccin, il protège. Aujourd'hui, l'épidémie, les personnes qui sont hospitalisées, on le voit malheureusement et dramatiquement aux Antilles, mais on le voit aussi en métropole, ce sont des personnes qui, dans leur quasi-totalité, n'étaient pas vaccinées. Et ça, c'est très important de le rappeler. Et oui, ce sont des faits. Est-ce que vous voyez, Gabriel Attal, alors dans ce mouvement, même s'il est composite, une forme de dérive sectaire, puisque c'est ce que semblent relever les renseignements territoriaux, le risque de collusion-confusion entre certains manifestants anti-pass sanitaire et des mouvements sectaires? Je vous disais à l'instant que c'est pas à moi de faire l'analyse. Non, il y a des personnes, c'est une étude des renseignements. Est-ce que vous la confirmez, Gabriel Attal? Est-ce qu'il y a un noyautage par des sectes? On voit bien dans certains messages qui sont véhiculés, notamment sur les réseaux sociaux, sur certaines chaînes YouTube, qu'il y a effectivement des personnes qui, depuis longtemps, sont anti-science, sont anti-médecine, promeuvent parfois des alternatives qui mettent en danger les personnes elles-mêmes, qui se servent finalement de cette crise sanitaire, des craintes que peuvent avoir certains Français vis-à-vis du vaccin, pour faire progresser leur thèse. C'est une réalité. Maintenant, moi, je continue à penser que ce que nous disent nos scientifiques, ce que disent les études faites en indépendance au niveau international, au niveau européen, au niveau français, elles donnent confiance dans la vaccination. Et ce que je constate encore une fois, c'est qu'on passe beaucoup de temps à parler d'une minorité qui s'oppose à la vaccination et malheureusement trop peu de temps pour parler de la majorité qui fait le choix de la vaccination très clair. Au pass sanitaire sans s'opposer à la vaccination, ou vous considérez que c'est un faux argument? Ceux qui disent je suis contre le pass, mais je ne suis pas contre la vaccination. Mais il y a des personnes effectivement qui se sont opposées au pass sanitaire, qui sont contre le pass sanitaire, mais je vais vous dire, on n'est pas fétichiste du pass sanitaire. Personne n'aime le pass sanitaire. Si on pouvait ne pas avoir de pass sanitaire, on n'aurait pas de pass sanitaire. Dans un monde idéal, il n'y aurait pas de pass sanitaire, mais il n'y aurait pas de virus non plus. Alors quand Jean-Luc Mélenchon, à l'instant, pour sa rentrée politique, vient de dire qu'il est toujours opposé au pass sanitaire, vous êtes d'accord avec lui? Moi, ce que je dis, c'est qu'on n'a pas de goût pour le pass sanitaire. Si on a mis en place le pass sanitaire, c'est pourquoi? D'abord, c'est pour permettre à des lieux de rester ouverts cet été, au moment où on avait une 4e vague du virus. Vous prenez les régions du Sud, prenez certains départements, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, le Var, on a vu des taux d'incidence stratosphériques pendant cet été. Si on n'avait pas eu le pass sanitaire comme outil, on aurait eu à refermer les restaurants, les bars, les discothèques, les lieux de culture. On a pu les maintenir ouvertes. C'est des gens qui ont pu travailler, c'est des Français qui ont pu s'y rendre parce qu'on a cet outil du pass sanitaire. Même si vous remarquez aussi qu'il y a quelques incohérences, c'est-à-dire qu'on demande le pass sanitaire en terrasse dans un café et pas dans un petit magasin fermé. Mais il y a eu beaucoup de discussions autour de ces questions-là. Dans un magasin, vous avez votre masque. Quand vous êtes en terrasse d'un restaurant, vous êtes là pour consommer, vous devez retirer votre masque. Dans un contexte où le variant Delta est infiniment plus contagieux que ne l'était la souche initiale, y compris en extérieur. Mais de toute façon, vous savez, il n'y a pas de système parfait. Le système parfait, ça serait de ne pas avoir ces restrictions et de ne pas avoir ces contraintes. On est face à une épidémie, à un virus. On veut que le plus de lieux possible puissent rester ouverts. Le pass sanitaire, c'est un outil qui nous le permet. Et ceux qui s'y opposent, ceux qui considèrent qu'on ne devrait pas aujourd'hui utiliser le pass sanitaire, qu'ils proposent une alternative. Parce qu'aujourd'hui, la seule alternative qu'on connaît, c'est la fermeture. Est-ce que la vaccination obligatoire, ça peut être une alternative? Ça peut venir à un moment. Le président de la République l'a dit, mais je ne dis rien de nouveau ici. Moi, ce que je vous dis... il a toujours exclu jusqu'à présent. C'est pas rien. À quel moment vous pensez qu'on peut s'interroger? Le président de la République a dit dans son allocution du 12 juillet que la question pourrait toujours se poser. Moi, ce que je vous dis... Est-ce que vous y êtes favorable, vous? Moi, je vais vous dire de manière très claire, si on avait abordé cette campagne de vaccination en disant que le vaccin était obligatoire, je ne suis pas sûr qu'on en serait au résultat d'aujourd'hui. Souvenez-vous des sondages et des études d'opinion à l'époque. Il y avait plus de 60% de sceptiques vis-à-vis de la vaccination. Aujourd'hui, on est à 85% de personnes éligibles qui ont reçu une première injection. Si on avait dit c'est obligatoire et posez pas d'autres questions, on n'en serait pas à ce résultat. On a avancé avec la confiance, avec la pédagogie. On avance maintenant aussi avec une incitation qui est assumée, le pass sanitaire, ça en fait partie. Maintenant, la question pourra toujours se poser plus tard si on se rend compte. Mais plus tard, c'est quand, Gabriel Attal, quels seraient les critères où la situation
explication qui ferait qu'on irait jusque-là. Parce qu'on voit bien qu'il y a eu un ralentissement de la campagne de vaccination et qu'il reste une petite frange qui est difficile à convaincre. Juste vous parler de ralentissement, moi je veux insister sur l'augmentation exceptionnelle qu'on a vue de la vaccination depuis l'allocution du président de la République. Depuis son allocution du 12 juillet, c'est plus de 12 millions de Français qui sont allés se faire vacciner. Ça nous place au-dessus de la majeure partie des pays comparables. On est au-dessus des Allemands en part de la population vaccinée, au-dessus d'Israël, au-dessus des États-Unis. Je crois que depuis quelques jours maintenant, on est au-dessus du Royaume-Uni. Tous ces pays qui étaient, à juste titre, c'est vrai qu'on est très loin de la prudence du début de l'année, où c'est vrai que la campagne a été plutôt favorable à ceux qui avaient des doutes sur le vaccin. La tonalité a changé considérablement en 6 mois. Donc quand vous parlez de ralentissement, ça fait suite à une augmentation exceptionnelle qu'on a observée depuis l'allocution du président de la République. Est-ce que ça veut dire qu'on va atteindre finalement cet objectif des 50 millions qui était prévu pour la fin août? Vous dites on est à un très bon rythme, il y a un objectif qui était fixé, est-ce qu'on y sera? Oui, on va atteindre les 50 millions dans quelques jours. Je ne peux pas vous dire à quelle date exactement. Enfin, d'après nos calculs, c'est pas avant 2 semaines, donc on sera à mi-septembre. Je vais vous dire, je ne lis pas dans le mar de café. Je peux vous dire que ça progresse très fortement, que ça continue à progresser. Je crois que la semaine dernière, on a fait encore 3 millions d'injections. Pas tenu. Mais enfin, je veux dire, l'objectif du gouvernement, vous vous souvenez ce que c'était pour la fin août? C'était 40 millions. Il a été porté à 50 par le gouvernement. Parce qu'on l'a atteint avec 1 mois et demi d'avance. On a atteint cet objectif avec 1 mois et demi d'avance. Tous les objectifs qu'on s'était fixés ont été atteints à l'avance. Et donc on a rehaussé notre objectif à 50 millions. Est-ce que ce sera atteint le 31 août ou est-ce que ça sera atteint le 2, le 3, le 5 septembre? Je ne peux pas vous le dire. L'essentiel, c'est ce qu'il y a derrière. C'est qu'il y a une mobilisation exceptionnelle. Quand vous voyez l'exemple du Danemark qui lève les restrictions sanitaires en ayant atteint une certaine immunité, est-ce que vous dites c'est un objectif possible d'ici 2-3 mois, en tout cas avant la fin de l'année? Est-ce que ça, une immunité collective, est atteignable? Mais lever des restrictions sanitaires parce que la vaccination progresse, c'est ce qu'on fait. Là, elles seront généralisées au Danemark. C'est le sens du pass sanitaire, c'est le sens de toutes les... Enfin, c'est le sens du choix que nous avons fait de rouvrir la totalité des lieux qui avaient dû fermer du fait de l'épidémie et de leur permettre de continuer à fonctionner. Et ça, si on en bénéficie, c'est grâce à la vaccination. Encore une fois, comparer la situation en métropole, et encore une fois, malheureusement, parce que c'est dramatique, avec ce qu'on voit aux Antilles ou en Polynésie française, là-bas, vous avez une part de la population vaccinée qui est très faible, et malheureusement, vous avez des hôpitaux qui sont saturés, et on a été obligé de confiner, de tout refermer. 55 millions, c'est le prochain objectif du gouvernement ou pas de vacciner? Est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, ce sera 55 millions fin septembre? On a toujours donné des objectifs une fois qu'on les avait atteints. Donc là, notre objectif, ça reste 50 millions. On souhaite l'atteindre le plus rapidement possible. Encore une fois, on a eu une progression exceptionnelle qui nous a permis de rehausser nos objectifs. Il faut continuer. Le chiffre que je citais tout à l'heure est important. Il y a près de 3 millions de Français de plus de 50 ans qui ne sont pas encore vaccinés. On l'a entendu. Ce sont des personnes qui sont particulièrement fragiles vis-à-vis de la maladie, qui peuvent faire des formes graves, qui peuvent décéder, et donc qu'il faut protéger. Et donc, on a cet objectif, évidemment, de continuer à aller plus loin et de continuer à convaincre des Français qui ne sont pas encore vaccinés. Vous savez que certains disent, ceux qui ne se font pas vacciner prennent un risque et qu'ils devraient à ce moment-là prendre à leur propre charge leurs frais de santé. Quand vous entendez ça, ça vous choque ou vous dites qu'il peut y avoir un argument valable? C'est des propos qui sont assez faciles. Je veux dire, voilà. Vous ne rentrerez jamais là-dedans? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, ça veut dire que vous avez une personne qui suffoque, qui est en train d'étouffer parce qu'elle a une forme grave du Covid qui se présente à l'hôpital. Vous lui dites qu'elle ne peut pas rentrer si elle ne peut pas présenter sa carte bleue. L'honneur de la France, ça a toujours été de soigner tout le monde. Maintenant, la réalité, c'est vrai, c'est que quand vous faites le choix de ne pas vous faire vacciner, vous vous exposez au risque de faire une forme grave de la maladie et potentiellement d'être emporté. Vous avez toujours dit que vous suiviez bien évidemment l'avis des autorités sanitaires. Si demain, elles se prononcent favorablement à la vaccination des moins de 12 ans, est-ce que vous suivrez cette recommandation ou est-ce que pour vous c'est une ligne rouge et vous ne souhaitez pas aller vers la vaccination des enfants? On a toujours suivi et tenu compte de ce que nous disent les autorités scientifiques. Dès lors qu'un vaccin est sûr et efficace pour une population, on propose ce vaccin à cette population. C'est notre responsabilité. Maintenant, on n'en est pas là aujourd'hui. Je crois qu'il y a des études, des essais cliniques qui se poursuivent et ça ne me semble pas être un sujet qui se pose aujourd'hui à très court terme. On n'en aura pas besoin pour atteindre l'immunité collective? Ça, moi, je ne vous le dis pas, puisque moi, je ne suis pas scientifique. Je fais confiance à ce que nous disent les scientifiques. Mais aujourd'hui, je constate que des essais cliniques, des études se poursuivent et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation de vaccination pour les moins de 12 ans. Alors, dans l'immédiat, et vous le disiez, le pass sanitaire sera élargi dès demain pour les employés des lieux qui reçoivent du public, dans les musées, les cinémas, mais aussi les cafés et les restaurants. Est-ce qu'il y aura une période de souplesse, Gabriel Attal, pour la mise en application de cette nouvelle mesure? D'abord, on a donné un mois supplémentaire avant qu'elle rentre en vigueur.
Je vous rappelle qu'au départ, dans les tout premiers jours après l'allocution du président, il était prévu que le pass sanitaire entre en vigueur, y compris pour les salariés de ces lieux, au début du mois d'août, au moment où il est entré en vigueur pour les clients. On a entendu ce que nous ont dit les restaurateurs, les cafetiers, les responsables des lieux de culture, qui nous ont dit il faut donner un peu de temps à nos salariés de se faire vacciner. Certains d'entre eux ont décidé récemment de se faire vacciner. Avant de leur demander de faire un test tous les 3 jours, il faut leur donner un peu de temps pour avoir leur schéma complet. Ouais. On leur a donné ce temps. On a reporté d'1 mois l'application du pass sanitaire. Et donc, il va rentrer en vigueur comme prévu dans les prochains jours. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura une semaine de souplesse, de pédagogie, de rodage, de tolérance. Mais comme on l'a fait à chaque échéance, vous vous souvenez que quand le pass sanitaire est rentré en vigueur pour les clients au début du mois d'août, on a donné une semaine pour les responsables de ces établissements. Et au bout d'une semaine, il y aura des sanctions. Pour s'organiser. Il y aura évidemment des sanctions. 135 €, c'est ça, vous nous le confirmez aujourd'hui ? Quand vous êtes aujourd'hui dans un lieu et que vous ne présentez pas votre pass sanitaire, que vous êtes contrôlé, vous avez effectivement une verbalisation. Mais pour les employés, alors pour les employés, eux, ils seront mis à pied. Vous avez une verbalisation de 135 €. Et ensuite, si vous êtes le responsable d'un établissement et que manifestement vous ne voulez pas contrôler le pass sanitaire et l'appliquer, vous vous exposez d'abord à un avertissement, une mise en demeure, et potentiellement une fermeture administrative. Ça, c'est ce qui existe, c'est le cadre qui existe aujourd'hui. Et les employés pourront être suspendus pour le sans pass solde. Sanitaire. Oui, c'est ce qui a été voté par les parlementaires. Vous disiez tout à l'heure que vous n'êtes pas fétichiste du pass sanitaire. Dans déjà 2 départements, les Yvelines et le Haut-Rhin, le tribunal administratif a suspendu l'application du pass dans les très grands centres commerciaux, puisque c'est dans ce type de structure que le préfet peut décider de leur utilisation. Est-ce que, puisque vous n'êtes pas fétichiste, vous pouvez dire aujourd'hui, allez, on abandonne le pass sanitaire dans les très grands centres commerciaux et on entend ce que nous dit la justice? Non, il est important que le pass sanitaire s'applique dans les lieux pour lesquels il a été mis en place par le Parlement, je le rappelle, démocratiquement, et notamment les très grands centres commerciaux. Vous avez cité des décisions de justice, il y en a d'autres qui ont validé le pass sanitaire dans les grands centres commerciaux, alors qu'elles avaient été saisies des mêmes motifs. Et pour ces raisons, on a décidé de faire appel de ces décisions, parce qu'on considère que le pass sanitaire doit continuer à s'appliquer pour le moment dans les lieux pour lesquels il a été prévu. Vous ne craignez pas soit un effet domino avec d'autres décisions de justice, soit du cas par cas régional du fait de ces décisions du tribunal? Je vous ai dit, on a mis en place ce pass sanitaire, y compris dans les grands centres commerciaux. On considère qu'il y a des arguments pour le mettre en place dans ces grands centres commerciaux qui sont des lieux de fort brassage, qui sont des lieux où se rencontrent beaucoup de personnes. Et donc pour ces raisons, on souhaite qu'il puisse continuer à s'appliquer dans les grands centres commerciaux. Dites-nous franchement, Gabriel Attal, est-ce que vous pensez qu'au moment du premier tour de la présidentielle, 10 avril, qui reste une date symbolique, est-ce qu'on aura encore besoin de ce pass sanitaire? Vous savez, vous avez dit tout à l'heure que ça faisait 13 mois que j'étais porte-parole du gouvernement. Et si en 13 mois, on m'a appris une chose, c'est à ne jamais dire jamais, à jamais rien exclure par principe dans cette épidémie qui malheureusement nous a beaucoup surpris depuis maintenant 1 an et demi, avec des variants, avec des situations auxquelles malheureusement aucun pays dans le monde ne s'attendait. Maintenant, ce que je vous redis, c'est que pour nous, le pass sanitaire n'est pas une fin, c'est un moyen temporaire de réduire le risque de circulation du virus dans certains lieux, je ne dis pas le faire disparaître, le réduire, et puis inciter à la vaccination. Mais que dès qu'on pourra s'en débarrasser, on s'en débarrassera. Justement, quand Olivier Véran n'exclut pas la prolongation du pass sanitaire à partir du 15 novembre, quand est-ce que vous prendrez la décision et sur quels critères? Dans les prochaines semaines, ça sera une réflexion qui sera menée. C'est-à-dire les prochaines semaines, vous ne pouvez pas être plus précis? Dans les prochaines semaines, le pass sanitaire, il est aujourd'hui prévu dans la loi pour aller jusqu'au 15 novembre. Oui. Et donc, dans les prochaines semaines, avant cette échéance du 15 novembre, se posera la question ou non de le prolonger. Et ce sera une prolongation tous les de 2 mois. Est-ce que vous pensez que ça va se passer comment? Parce que c'est pas rien pour les gens. J'entends parfaitement. Ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas de décision qui a été prise aujourd'hui et qu'on prendra toujours les décisions nécessaires, encore une fois, pour protéger les Français et pour continuer à avoir une campagne de vaccination qui se déploie. Et que ce sera toujours pour nous, le pass sanitaire, un outil temporaire, le plus temporaire possible. Alors dites-nous très concrètement, bien sûr c'est encore loin, mais ça va aller vite. 10 avril, premier tour des élections présidentielles. Aurons-nous besoin du pass sanitaire pour aller voter ou pas? Non, mais si jamais il est temps, pour aller voter, certainement pas. D'accord. Non, mais il faut le dire, c'est clair. Voilà. Il n'y aura pas, parce que c'est un lieu recevant le public, si on va jusqu'au bout de votre réflexion, c'est clair et c'est mieux quand c'est dit. Évidemment qu'on ne va pas demander un pass sanitaire pour aller voter. Parfait. Donc, la rentrée scolaire, autre actualité imminente, c'est jeudi, se pose beaucoup de questions, bien sûr, notamment sur le protocole annoncé par Jean-Michel Blanquer, Adrien Gindre. Le ministre de l'Éducation a défini quelles étaient les règles. Il y a différents niveaux. Il y a un niveau qui a été retenu, un niveau intermédiaire, mais il y a en même temps
des inquiétudes de certains scientifiques, par exemple Lila Boedma, qui est membre du conseil scientifique, et qui dit qu'il pourrait très bien y avoir 50 000 contaminations par jour dans le cadre des établissements scolaires. Quand on écoute certains scientifiques, on se dit que cette rentrée peut être très compliquée. À quel moment vous direz on doit ou on ne doit pas renforcer peut-être ce protocole sanitaire? C'est la deuxième rentrée sous Covid, entre guillemets. On a déjà eu à préparer l'an dernier une rentrée avec l'épidémie qui circulait déjà dans notre pays. Elle est quand même inédite à 2 titres. D'abord parce qu'elle se fait dans un contexte de vague épidémique. On n'est pas sorti de la 4e vague, a fortiori en plus avec un variant Delta qui est plus contagieux. Et de l'autre côté, sur le volet plus positif, elle se fait dans un contexte où la vaccination s'est beaucoup déployée, y compris d'ailleurs chez les jeunes. On atteint aujourd'hui un niveau de vaccination chez les 12-17 ans qui est supérieur à ce à quoi on s'attendait il y a encore quelques semaines, quelques mois pour la rentrée scolaire. Je crois qu'on est quasiment à 60% des 12-17 ans qui ont reçu une première injection. Ça, c'est très positif, il faut le dire. Beaucoup d'enseignants aussi, la quasi-totalité des enseignants sont vaccinés. Jean-Michel Blanquer a relayé des chiffres encore récemment. Mais il y a évidemment une vigilance totale. On a mis en place un protocole sanitaire avec 4 niveaux de mesures. Le niveau qui a été retenu, c'est le niveau 2, avec un certain nombre de règles qu'on peut décliner si vous voulez. Et dans les prochains jours et les prochaines semaines, on va regarder quelle est la situation de l'épidémie. On n'a pas compris pourquoi c'est national, ce niveau 2. Très franchement, vous avez des zones en France métropolitaine qui sont plus infectées, comme PACA, qui est aussi au niveau 2. Donc il y a une interrogation des enseignants et des parents pour dire pourquoi on n'a pas territorialisé ce protocole. Alors, première raison, c'est que d'abord, ce niveau 2, il est quand même très protecteur. Vous avez la fermeture d'une classe dès le premier cas, vous avez le masque obligatoire à partir du cours préparatoire, vous avez l'aération dans les classes, vous avez le non-brassage des élèves sur les moments en dehors des classes et notamment à la cantine. Vous avez tout ce paquet de mesures qui est quand même très robuste. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a effectivement une différence de circulation de l'épidémie aujourd'hui sur le territoire selon les régions, mais qui est liée beaucoup à ce que nous venons de vivre, c'est-à-dire un moment touristique de vacances où vous aviez des fortes concentrations de personnes en vacances dans des régions notamment... Sauf que vous allez avoir un brassage scolaire, c'est ce que vous dites. Notamment des régions du Sud. Je termine de vous répondre. Oui, non, mais c'est important, le brassage ne va pas se terminer, au contraire, il risque d'être amplifié parmi les enfants. Oui, précisément. C'est pour ça qu'avant de faire le choix, si on était amené à le faire, d'une adaptation territoriale, il faut peut-être que les Français et les enfants, en l'occurrence, soient rentrés chez eux et qu'on voit quel impact cela a potentiellement sur l'épidémie et sur la circulation du virus selon les régions. Ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, on a une photographie du pays avec des taux d'incidence qui sont certes différents, mais qui est liée aux vacances d'été. Au fait que vous avez beaucoup de personnes qui ont quitté un certain nombre de régions, qui sont allées passer leurs vacances dans d'autres. Mais pardon, pourquoi ne pas être précis pour le passage d'un protocole à un autre sur le taux d'incidence ? Si, comme vous l'avez fait pour le confinement, c'est-à-dire au-dessus d'un taux d'incidence de 200 par exemple, on confine. Est-ce que ça ne peut pas être la même chose pour un passage d'un protocole? C'est pas clair, enfin, c'est un faisceau d'indices, mais tout ça reste assez vaseux, si je puis dire. Oui, d'abord, c'est pas un sujet anodin, donc c'est normal d'avoir une batterie de critères et de regarder la situation. Il y a la question que vous évoquiez, le taux d'incidence. Encore que le taux d'incidence, c'est un outil... oui, mais c'est un outil qui est par définition de moins en moins central dans le pilotage de cette crise, précisément parce que maintenant, avec la vaccination, vous pouvez avoir un taux d'incidence élevé, on l'a vu cet été, et moins de personnes qui sont hospitalisées et moins de saturation de nos hôpitaux. Les Allemands, par exemple, regardent maintenant beaucoup moins le taux d'incidence que les hospitalisations. Et on regarde effectivement beaucoup les hospitalisations aujourd'hui. Et ensuite, il y a d'autres critères qui rentrent en compte, le taux de vaccination chez les élèves, chez les enseignants, ce qui se passe au niveau local très concrètement. Et c'est cette batterie de critères. Vous ne craignez pas des fermetures en cascade de classes dans la semaine prochaine, dès que la rentrée aura eu lieu? Il y aura probablement des fermetures de classes. Je ne sais pas vous dire combien. Ce que je peux vous dire, c'est... Le variant Delta, vous le savez, est beaucoup plus contagieux, vous le reconnaissez. J'ai trouvé intéressant l'exemple qu'a cité Jean-Michel Blanquer à votre antenne. Je crois il était invité de la matinale d'RTL vendredi. La rentrée scolaire a eu lieu depuis, je crois, 2 semaines à La Réunion. On a un niveau d'incidence qui est aussi élevé. Et ce qu'on constate, c'est que le nombre de classes, la proportion des classes qui ont dû fermer pour Covid est de 0,2%. C'est l'exemple qu'a donné Jean-Michel Blanquer. Une dernière question. Il y a des questions qui se posent et c'est normal. Oui. Il y aura probablement des classes qui devront fermer. Oui. Je ne peux pas vous dire combien aujourd'hui. Ce que je vous dis, c'est qu'on prendra toujours les décisions nécessaires pour protéger les enfants et leurs familles. Devant ce risque de contamination à l'école qui existe, est-ce que vous craignez ou redoutez un mouvement de grève des enseignants et des professeurs ou un droit de retrait de ceux qui ne voudraient pas s'exposer en classe ? Moi, je constate qu'il y a des échanges très nourris qui se font avec les enseignants, avec les syndicats. Jean-Michel Blanquer les a encore rencontrés cette semaine. Il a échangé avec eux à de nombreuses reprises. Le protocole sanitaire qu'on évoque avec les 4 niveaux, vous savez qu'on l'a annoncé au début du mois d'août.
plus d'un mois avant la rentrée scolaire. Ça me semble important aussi parce que c'est vrai que parfois, pendant cette épidémie, on a dû prendre des mesures, annoncer des protocoles un peu au dernier moment, malheureusement par la force des choses, que ça a pu agacer, rendre difficile l'exercice de nos enseignants. Et là, objectivement, on a donné de la visibilité pour que tous les acteurs puissent s'emparer de ces nouvelles règles et qu'on puisse les décliner sur le terrain. Il y aura de mouvement social dans l'école? Non, moi je pense que les enseignants sont contents de retrouver leurs élèves, que les élèves sont contents de retrouver l'école. Moi je veux redire que s'il y a un point qui nous singularise dans cette crise depuis le début, c'est le choix de l'école. On a laissé nos écoles ouvertes 2 fois plus que les Allemands, 3 fois plus que les Italiens, 4 fois plus que les Américains, parce que tous les scientifiques s'accordent à dire, il peut y avoir de la controverse sur certains points, mais tous s'accordent à dire que c'est pire pour les élèves de devoir rester à la maison pendant des mois entiers plutôt que d'aller à l'école. Voilà, c'est ça le sujet aujourd'hui, et c'est le choix clair qu'on a fait, parce qu'on ne veut pas de génération sacrifiée, parce que c'est important à tout point de vue pour les élèves. Il faudrait prendre davantage de mesures de précaution. En tous les cas, on souhaite une bonne rentrée à tous ceux qui s'apprêtent à rentrer, que ce soit enseignants ou élèves. On passe à un autre sujet, c'est un sujet économique et la fin du quoi qu'il en coûte qui a été annoncé par Bruno Le Maire, Adrien Gindre. Oui, puisque cette année et demie de crise sanitaire, c'était aussi une année et demie de quoi qu'il en coûte. Concrètement, quand on nous dit c'est fini, à quelles aides vous allez mettre fin et quelles répercussions ça a cette fin du quoi qu'il en coûte? D'abord, quand on parle de fin du quoi qu'il en coûte, derrière il y a une bonne nouvelle. C'est que l'économie repart sur les chapeaux de roue. C'est que la reprise est là. C'est qu'on a déjà atteint le niveau de chômage qu'on connaissait avant la crise, autour de 8%. C'est qu'on prévoit 6% de croissance sur l'année 2021, ce qui nous met au-dessus de la moyenne européenne, très au-dessus de la moyenne européenne et de nos voisins. Une insiste, pardon, en fin de quinquennat, vous prévoyez quel taux de chômage vous prévoyez? Là, on est à 8%. Est-ce que vous pensez qu'on sera à 7? On veut aller le plus bas possible. Vous avez une évidemment. idée? Vous avez une prévision? Ah non, et puis la situation économique dans laquelle on est, évidemment, rend très difficile de faire des prévisions. Tout simplement, ce que je peux dire, c'est que les économistes, les observateurs, nous-mêmes d'ailleurs, quand on relayait leur position, s'attendaient à ce qu'on retrouve notre niveau de chômage d'avant-crise dans 1 an. Et donc on le retrouve avec quasiment 1 an d'avance. Donc c'est évidemment un bon signe. Alors c'est évidemment positif. C'est évidemment positif. Et donc effectivement, parce que cette reprise est là, ne concerne pas tous les secteurs de la même manière, on va y revenir, on peut mettre fin au quoi qu'il en coûte. D'ailleurs, les Français savent très bien qu'on ne peut pas rester, ça serait d'ailleurs ni bon pour les finances du pays, ni bon pour les entrepreneurs, pour les salariés, le slogan rester avec une perfusion permanente. Comment ça se traduit concrètement? Parce qu'en fait, c'est très séduisant, le quoi qu'il en coûte, c'est fini, vous venez de le dire, ça veut dire que la situation s'est améliorée. Il y a quand même des professionnels qui vont ne plus toucher certaines aides qu'ils touchaient. Précisément, et c'est pour ça que demain, se tiendra à Bercy, avec Bruno Le Maire et d'autres ministres, une réunion avec l'ensemble des secteurs professionnels. Parce que la réalité, c'est que la reprise, elle est là, mais qu'il y a encore des secteurs qui connaissent des grandes difficultés. Voilà, l'événementiel, le tourisme, les agences de voyage, les cinémas, et d'autres acteurs donc, tout culturels. ne sera pas supprimé du jour au lendemain, vous le confirmez là? Évidemment que non. Les restaurateurs, les cafetiers dans non, certains territoires. Ça sera progressif sur combien de temps? Est-ce que vous nous dites, bon, ça, pendant 6 mois, on va y aller moderato? On a toujours maintenu des mesures et adapté des mesures aussi longtemps que c'était nécessaire. Mais il faut que ça soit nécessaire. Et c'est pour ça que la réunion de demain, donc, elle est si très c'est importante. nécessaire, ça sera maintenu. On continue, bien sûr, on continuera à donc accompagner. Donc c'est pas forcément fini, quoi qu'il en coûte, alors c'est presque bientôt fini. C'est pas très clair. Quand on dit fin du quoi qu'il en coûte, c'est fin de dispositifs qui sont accessibles à tout le monde sans forcément beaucoup regarder et sans forcément beaucoup compter. Voilà, donc c'est du ça cas que ça veut par dire. cas, c'est de quoi qu'il en coûte qui passe au cas par cas. Oui, on avait dit d'ailleurs il y a quelques semaines, on passe du quoi qu'il en coûte au quoi qu'il arrive pour un certain nombre de secteurs qui sont encore en difficulté. Je vous ai cité des exemples. Donc qu'est-ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce que va faire Bruno Le Maire avec eux? C'est regarder très concrètement quelles sont leurs difficultés. Vous avez, selon les secteurs, des difficultés qui sont différentes, mais selon les zones géographiques. Ça nous coûte trop cher. Selon les zones géographiques aussi. C'est pas pareil. La situation économique après cet été d'un hôtel parisien n'est pas la même que celle d'un hôtel à Juan-les-Pins, parce qu'on sait qu'à Paris, il y a eu un impact de la faiblesse du tourisme international. Tout ça, ça va être regardé demain. Et évidemment que si c'est nécessaire, on prolongera un certain nombre de dispositifs pour certains acteurs. Mais toute dernière question avant la pause rapidement, Marion Mourgue. Une augmentation des plans sociaux une fois que ces aides vont être retirées et débranchées. C'est pour ça qu'on fait les choses progressivement. Vous savez, on a mis en place, par exemple, après le chômage partiel, un dispositif qui est l'activité partielle de longue durée, qui permet à plusieurs centaines de milliers de salariés de rester dans l'emploi avec l'État qui finance une partie de leur salaire, contrepartie de formation, avec les entreprises. Évidemment qu'on continuera à adapter les choses. On n'a pas fait tout ça, vous craignez ces plans sociaux pour qu'à la fin, dans le dernier kilomètre, vous les craignez? Est-ce que vous dites, voilà, on sait qu'il risque d'y avoir de la casse, ou vous êtes plutôt confiant? On anticipe ce risque. Voilà, c'est ce que je dis. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce grand jury de Gabriel Attal. On parlera notamment de l'Afghanistan. À tout de suite. Écoutez, elle revient. Sentez. Elle retrouve tout son parfum.
L'UEFA Champions League est de retour à la maison, là où le football est le plus grand. Cette saison, retrouvez les 2 plus belles affiches de chaque journée de l'UEFA Champions League sur les chaînes Canal+. Appelez vite le 3910, service gratuit plus prix appel. Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Avec à mes côtés Marion Mourgue du Figaro et Adrien Gindre de TF1 LCI. On parlait du quoi qu'il en coûte juste avant la pause. Gabriel Attal, bien se pose aussi la question des salaires, puisqu'il y a une tension sur le marché de l'emploi. Et Adrien Gindre. Oui, parce que qui dit début de reprise économique dit aussi que certains secteurs peuvent réembaucher, mais ils ne trouvent pas de main-d'œuvre. Qu'est-ce que vous leur dites ? Vous leur dites c'est votre problème, augmentez les salaires et vous trouverez de la main-d'œuvre, ou c'est vous qui allez agir, par exemple, en baissant les charges ? Alors, ce que je leur dis, c'est que ça fait depuis 2017 qu'on prend des réformes, qu'on agit pour répondre à ce problème qui n'est pas nouveau, qui est accentué avec la crise sanitaire, peut-être avec un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place à certains moments. Nous, on a une ligne claire depuis le début, c'est au cœur du projet d'Emmanuel Macron. On veut que travailler rapporte toujours plus d'argent que ne pas travailler. C'est ça notre ligne. Et on veut tout faire pour favoriser le travail dans notre pays. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un investissement massif dans la formation. 15 milliards d'euros. Ça a déjà permis de former plusieurs millions de demandeurs d'emploi, de jeunes qui n'avaient pas de formation pour qu'ils puissent trouver un emploi. Et ça veut dire effectivement qu'il faut que travailler rapporte plus. C'est ce qu'on a fait avec la prime d'activité, qu'on a étendue et qu'on a renforcée. C'est ce qu'on fait en soutenant des dispositifs comme l'actionnariat salarié, l'intéressement et la participation. Donc les mesures existent dans déjà. les entreprises. Je vais y venir. C'est ce qu'on va faire aussi, et on l'assume, avec la réforme de l'assurance chômage, qui va rentrer en vigueur au 1er octobre, là aussi, dans cette même logique, que travailler rapporte toujours plus que ne pas travailler. Et puis, il y a une partie, effectivement, qui est, entre guillemets, à la main des entreprises, qui est celle du salaire et de la rémunération. J'ai entendu un certain nombre de déclarations intéressantes, notamment du président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, d'un certain nombre de patrons sur ce sujet-là. Il y a une reprise économique, effectivement. Peut-être qu'il y a un certain nombre de secteurs qui peuvent augmenter les salaires. Probablement que ça peut être aussi une incitation pour leur permettre de recruter plus facilement. Vous les appelez à le faire ? Bruno Le Maire a déjà eu l'occasion de le dire. Ceux qui peuvent le faire, évidemment, il faut que travailler puisse se rapporter davantage. Pardon, Gabriel Attal, il y a une manière de les inciter à augmenter les salaires, c'est que vous augmentiez le SMIC. Vous savez très bien que mécaniquement derrière, ça fait augmenter les salaires. Est-ce que vous avez l'intention d'augmenter le SMIC ? Non, ça n'est pas dans notre intention, au-delà des revalorisations, entre guillemets, classiques qui sont liées à l'inflation. Il n'y aura pas de coup de pouce dans les 6 mois à venir pour le SMIC. Mais on a augmenté la rémunération de ceux qui travaillent au SMIC, avec la prime d'activité, avec la baisse des cotisations sociales et notamment des cotisations salariales. Avec, encore une fois, là ça fonctionne aussi au-dessus du SMIC, les dispositifs d'intéressement, de participation à l'actionnariat salarié. Ça, c'est la part que peut faire l'État. Et ensuite, il y a effectivement des entreprises qui peuvent faire le choix d'augmenter les salaires. Mais qu'est-ce que vous répondez à Valérie Pécresse qui, hier, interpellait aussi le gouvernement en disant qu'il faut une augmentation de 10% des salaires, mais sans que ça pèse sur les entreprises ? Il faut nous dire comment. Voilà, c'est toujours facile de dire il faut. Moi j'entends, c'est très bien, oui, il faudrait beaucoup de choses. Maintenant, il faut dire comment on le fait. Par une baisse des charges, par exemple. Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis 2017 Supplémentaire, parce qu'elle vous dit qu'on peut aller plus loin. On reste encore dans la moyenne supérieure européenne. On a baissé les charges comme jamais. D'ailleurs, au niveau du SMIC, il reste très peu de charges au niveau du SMIC. On les a beaucoup baissées pour inciter au recrutement et pour aussi augmenter la rémunération de ceux qui travaillent. C'est ce qu'on fait avec la prime d'activité aussi. Donc moi j'entends les déclarations. Maintenant il faut être concret et dire comment on fait les choses, comment on les finance aussi, parce que c'est pas totalement anecdotique. Mais en tout cas notre ligne elle est très claire. On veut favoriser le travail et on veut que travailler ça paye. Et c'est tout ce qu'on fait depuis 2017 et on va continuer à le faire. Alors avant d'en venir à la situation en Afghanistan, vous savez qu'il y a eu en France, à Marseille, des règlements de compte qui ont coûté la vie à de jeunes Marseillais. Est-ce qu'à un moment donné, le président de la République, on nous dit qu'il va annoncer un plan la semaine prochaine, mais est-ce que ce n'est pas le énième plan ? Est-ce que ce n'est pas la preuve de votre impuissance pour lutter contre l'insécurité, notamment à Marseille ? Moi, j'ai entendu en début de semaine des déclarations du maire de Marseille, qui ne fait pas partie de la majorité, il appartient à un parti d'opposition, que j'ai trouvé très intéressante. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il faut une vision pour Marseille. Et il a dit que le président de la République avait cette vision. Il a dit que c'était la première fois depuis 15 ans qu'un gouvernement tenait ses engagements en direction des Marseillais, et notamment s'agissant des questions de sécurité. On a 100 effectifs supplémentaires
qui arrivent à Marseille cette année. La majorité d'entre eux sont déjà arrivés, d'autres arriveront dans les prochains mois. On s'est engagé sur 200 effectifs supplémentaires pour 2022-2023. Donc notre mobilisation, elle est là. Il y a des magistrats supplémentaires qui arrivent aussi. Eric Dupond-Moretti était sur place. Mais dans les faits, cette semaine. ça continue. Dans les faits, ça continue. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, Ou alors, est-ce que c'est dû à la politique du ministre de l'Intérieur contre les trafics ? Vous dites que c'est la contrepartie sanglante de ce que vous engagez ? Il y a ce fait objectif qui est qu'on n'a jamais autant pilonné les trafiquants dans notre pays, on n'a jamais autant saisi de stupéfiants, on n'a jamais autant interpellé des trafiquants dans notre pays. Et que ça peut arriver, vous avez raison de le souligner, qu'il y en ait qui répliquent. Voilà. Et que finalement, dans le terrain qui s'amenuise pour eux, il y ait des luttes qui se multiplient. Mais évidemment, mais est-ce que ça date d'aujourd'hui ? Moi, j'entends bien qu'il faut en permanence dire que tout est de la faute de ce gouvernement. Ça fait des décennies qu'il y a ces problèmes-là. Et précisément... Enfin, ça fait 4 ans que vous êtes au pouvoir. Oui, précisément, si on met le paquet depuis 4 ans sur les questions de sécurité, sur les questions de justice, c'est pour répondre à ce problème-là. Maintenant, pour répondre à votre question sur le déplacement du président de la République, c'est pas le seul enjeu. Et on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont imbriqués, que sur les questions d'éducation, sur les questions d'habitat insalubre, sur les questions de mobilité. Il faut aussi continuer à avancer et ça fera partie des sujets qui seront abordés par le président. Vous faites confiance au maire actuel pour le mener de front avec vous, qui est socialiste. Vous pouvez travailler avec lui. Moi, ce que je constate d'abord, c'est qu'il y a une envie, une ambition de faire bouger les choses et qu'il y a une envie de travailler de manière constructive avec l'État. Il faut le souligner quand même, surtout quand c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de la majorité. On verra donc les résultats dans quelques semaines ou quelques mois. Ce sera certainement aussi un enjeu de la présidentielle. On passe à l'actualité internationale et bien sûr l'Afghanistan avec cette crise et des réfugiés afghans en grand nombre qui veulent notamment venir en France. Adrien Gindre. La France qui a déjà évacué près de 3000 personnes, mais les opérations sont achevées. Les Nations Unies mettent en garde, cette année 2021 pourrait se traduire par 500 000 réfugiés afghans supplémentaires. Est-ce que la France est prête à en accueillir davantage et jusqu'à combien certains pays ont déjà fixé un quota ? Est-ce qu'on a un nombre maximum de réfugiés afghans que l'on souhaite accueillir sur notre sol ? C'est un sujet qui est extraordinairement difficile, qui est dramatique. Et les deux parlementaires qui m'accompagnent en savent quelque chose. Rodrigue Coquendo, qui est vice-président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, Marie-Pierre Rixin, qui préside la délégation aux droits des femmes, parce qu'on sait qu'il y a des enjeux très forts pour la dignité des femmes en Afghanistan. Vous savez qu'on a mis en place des moyens inédit, et moi je veux saluer l'ensemble de nos services qui l'ont permis, pour évacuer, protéger des personnes qui se trouvaient sur place. Évidemment nos ressortissants français, et puis des Afghans qui ont travaillé pour nous, et qui sont à ce titre-là menacés de mort, parce qu'ils ont travaillé pour la France localement, et puis enfin des activistes, des militants, des artistes, des magistrats, des journalistes, qui sont menacés aussi par ce nouveau régime, et qu'il faut protéger. Il y a eu, je crois, 1400 évacuations qui ont eu lieu avant que les talibans prennent malheureusement le pouvoir au mois d'août, parce qu'on avait anticipé les choses. D'ailleurs, à l'époque, il y avait des commentateurs qui disaient mais procéder à des évacuations dès maintenant, vous êtes pessimiste, vous pensez que la situation va se détériorer. On a eu raison de le faire. Et depuis l'allocution du président de la République, en seulement 2 semaines, à peine 2 semaines, un peu plus, on a eu près de 3000 personnes, 2834 mais l'ONU parle de 500 000, on ne conteste pas du tout. Fort heureusement que ces évacuations aient lieu. C'est une question d'échelle en fait. Maintenant, je vais vous dire 2 choses, 2 priorités. Il y a d'abord des personnes qui sont toujours sur place et qu'il nous faut évacuer. Il reste des personnes d'ailleurs à qui on avait transmis un certificat pour leur permettre plusieurs centaines, peut-être même beaucoup de centaines, comme a dit le président de la République hier, peut-être, qui sont sur place, à qui on avait transmis un certificat indiquant qu'elles pouvaient bénéficier de la protection de la France, pour les motifs que j'ai évoqués tout à l'heure, qui sont sur place et qu'il nous faut évacuer. Et ensuite, vous avez la question plus large des flux migratoires qui pourraient être engendrés par cette situation dramatique. Et c'est pour ces raisons que le président de la République se mobilise au niveau international pour anticiper ces questions-là. Il y a un maximum acceptable pour la France, absorbable pour employer un mot assez moche, mais est-ce que vous considérez qu'en fait on peut porter l'effort jusqu'à une certaine quantité et qu'à un moment on devra s'arrêter ? Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une mobilisation collective, notamment en Europe, pour l'accueil. Et donc avant de dire on va accueillir tant de personnes, essayons déjà d'arriver à une, entre guillemets, juste répartition entre les pays européens. Mais c'est cohérent. Vous pourriez le proposer. C'est cohérent. Vous pourriez proposer ce signal-là en disant voilà, nous, en France, on pourrait maximum avoir, je sais pas moi, 20, 30 000, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on est un peu dans le flou. Pourquoi la France ne donnerait pas ce chiffre-là en disant nous sommes en capacité d'accueillir tant de migrants afghans ? Depuis 2017, Benjamin Sportouche et le discours de la Sorbonne du président de la République, on se bat au niveau européen pour qu'il y ait un mécanisme d'accueil, d'asile, partagé au niveau européen. Et c'est ce qu'on porte dans le cadre de cette crise, parce que c'est une crise. Et on a vu avec d'autres exemples ces derniers mois, ces dernières années, que des chantiers qui paraissaient impossibles au niveau européen ont progressé à la faveur de crise. Ça a fonctionné moyennement. On l'a vu sur l'économie avec le plan de relance partagé au niveau européen. On l'a vu sur le sanitaire. C'est un écueil
récurrent. Marion Mourgue. Du fait de cette crise afghane, quel est l'état de la menace terroriste qui pèse en France? Est-ce que vous revoyez le niveau d'alerte du plan Vigipirate? Moi, je n'ai pas d'informations à communiquer sur une revue ou un rehaussement du niveau Vigipirate. Ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, nos services sont extrêmement mobilisés. C'est un sujet qui est pas simple parce qu'on ne peut pas tout dire de ce qui se fait, par définition, pour des questions de sécurité. Mais enfin, ce qu'on sait... Non mais pardon, là la question est assez claire. Alors, c'est est-ce qu'il va y avoir une réévaluation de notre Vigipirate? Ce que je vous ai dit, c'est que je n'ai pas d'informations à communiquer. Donc... Je viens de répondre. Ce que je vous dis, c'est qu'on réévalue en permanence la menace au regard d'un certain nombre de critères et que c'est ce qui nous a conduit, ces derniers mois encore, à faire évoluer le plan Vigipirate. Est-ce qu'elle est plus forte depuis l'arrivée des talibans au pouvoir il y a 2 semaines? Ça, c'est à nos services de le dire. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de décision prise de revoir le niveau Vigipirate dans notre pays. Voilà, je ne dis pas que ça ne sera pas le cas prochainement, par définition, mais ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de décision prise sur ce sujet-là. Très bien. Juste avant d'en venir à la politique, on parlait de rentrée scolaire et de réfugiés afghans. Combien d'enfants afghans vont être scolarisés là, à la rentrée? Est-ce que vous pouvez nous le dire? Alors, il y a... Je le disais à l'instant, dans la dernière vague d'évacuation, plus de 2600 Afghans qui ont été évacués. Plusieurs centaines d'enfants font partie de ces 2600. Évidemment qu'ils pourront être scolarisés. Et combien sont-ils? Je vous ai dit plusieurs centaines. Plusieurs centaines d'enfants? Il me semble, oui. D'accord. Vous savez, il y a par ailleurs un certain nombre de personnes qui ont été évacuées en France, mais qui souhaitent être accueillies dans un autre pays parce qu'elles y ont de la famille, que ce soit en Allemagne ou autre. Donc c'est assez difficile de vous donner un chiffre précis. Ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment qu'elles seront scolarisées. On a pour ça des dispositifs spécifiques, les unités d'accueil pour les enfants allophones, comme on dit, dans nos établissements scolaires qui vont permettre de les accueillir dans les meilleures conditions. Alors on passe à la politique et bien sûr à 8 mois de la présidentielle, les candidatures se bousculent et on parle notamment d'une possible candidature d'Éric Zemmour, Adrien Gindre. Effectivement, d'autant sur les thèmes qu'on vient d'évoquer, dans la droite, l'extrême droite s'empare déjà. Est-ce que, au vu du discours d'Éric Zemmour ces dernières semaines, ces derniers mois, vous considérez que s'il venait être candidat, ce serait un candidat dangereux? Je vais vous répondre, mais juste je voudrais rebondir sur ce que vous disiez dans votre question. C'est vrai qu'on entend beaucoup de responsables politiques donner des leçons, dire des choses, et finalement, c'est toujours la même chose. Voilà. Quand on est confronté à des crises comme celle-ci, vous avez toujours l'extrême droite, la droite, qui dit qu'il faut accueillir personne, c'est un déferlement migratoire qui arrive sur notre sol, et puis vous avez la gauche qui dit qu'il faudra accueillir tout le monde sans d'ailleurs expliquer comment est-ce qu'on ferait, combien est-ce qu'on en accueillerait, etc. Voilà. Et nous, on essaye juste de prendre ce sujet à bras-le-corps avec sérieux, avec humanité, et surtout en coordination européenne et internationale, parce qu'il n'y a que ça qui peut fonctionner. Ça, c'est le premier point. Sur la question d'Éric Zemmour, moi, je n'ai pas à donner des brevets de candidature sérieuse ou pas sérieuse, dangereuse ou pas dangereuse. On est en démocratie, c'est par définition, et heureusement, les électeurs qui vont décider. C'est les électeurs qui décideront si une candidature est sérieuse ou pas. Si elle est sérieuse, ils voteront pour cette candidature. Si elle n'est pas sérieuse, ils voteront pas pour elle. Moi, je constate qu'il y a un certain nombre de candidatures qui se multiplient. Si vous m'interrogez à titre personnel sur Éric Zemmour, il y a assez peu de candidatures dans celles qui ont été annoncées jusqu'à maintenant ou qui sont sur le point de l'être, dont je me sens plus éloigné que celle-là. Parce qu'Éric Zemmour, c'est quoi? C'est la France à genoux. C'est la France rabougrie en permanence. C'est l'esprit de défaite en permanence. On explique que tout va mal. On explique qu'on est un pays où tout dysfonctionne. On a un pays qui aurait perdu toutes ses valeurs, qui aurait perdu tout son sens de solidarité, de fraternité, d'égalité. Moi, c'est pas du tout ça que je crois. Moi, je pense que cette crise, au contraire, elle nous a montré que les Français, ils étaient capables d'avoir des trésors d'inventivité, de créativité, de solidarité, pour se serrer les coudes, pour essayer d'en sortir ensemble. Et moi, je ne me retrouverai jamais dans le discours de ceux qui voient tout en noir. Est-ce que vous souhaitez 500 signatures, 500 parrainages pour se présenter? Alors, je vous disais à l'instant que moi, j'ai pas à vous imaginer dans quel régime on serait si le porte-parole du gouvernement devait dire s'il souhaite que telle personne soit candidate et telle personne ne le soit pas. C'est une difficulté aujourd'hui pour tous les candidats. Et moi, je prends simplement acte de ceux qui déclarent leur candidature, de ceux qui sont candidats, de ceux qui ne le sont pas. J'essaye de répondre aux attaques, aux critiques sur la politique du gouvernement. C'est normal, on est dans une période de campagne qui s'annonce. C'est ça mon travail de porte-parole. Alors justement, sur votre travail, Marion Mourgue. Vous venez de dire que vous n'avez pas à donner des brevets sur les candidatures. Est-ce que c'est pas un peu méprisant quand vous dites justement d'Éric Zemmour à la droite rabougrie, quand vous dites de Xavier Bertrand c'est Monsieur Yaka, de Valérie Pécresse c'est Madame Faucon? Est-ce que dans ce débat-là, vous n'êtes pas en train déjà un peu d'attaquer vos... Non, moi, encore une fois, j'essaye de répondre à ce que disent nos oppositions. C'est normal, c'est aussi mon rôle de porte-parole du gouvernement, c'est de répondre aux journalistes, à la presse, aux Français, et régulièrement aux oppositions. On est en démocratie, c'est normal qu'elles critiquent. Simplement, ce que je constate, malheureusement, c'est que souvent, il y a des critiques
derrière lesquels on trouve assez peu d'idées, assez peu de propositions constructives. On entend parfois des responsables de l'opposition qui soit proposent des choses qui sont déjà faites ou qui sont engagées, soit proposent des grands objectifs en disant faut qu'on fasse ça, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, sans dire comment est-ce qu'on ferait. Voilà, moi c'est Donc simplement. pour vous, c'est le néant, il n'y a rien à garder dans ces propositions. Et dans ce n'est pas non plus ce que je dis. Voilà, mais moi je pense qu'on a besoin, dans un contexte qui est difficile, dans une crise que traverse notre pays, d'un peu d'esprit constructif et d'un peu d'humilité. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand. D'où ma question sur le mépris aussi parfois de vos remarques. J'essaye de ne pas l'être. Voilà, peut-être, c'est à vous de me le dire. Hein, peut-être que parfois. Ah bah non, on ne dit rien, c'est eux qui disent. Ils disent parfois. Oui, ils ont tendance à dire Gabriel Attal, arrogant, un peu méprisant. Non, voilà, il estérise lui aussi à sa manière le débat. Je pense qu'on gagne tous à un peu d'humilité. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, ils cumulent 45 ans de vie politique à deux. Ça leur donne de l'expérience. Et moi, je respecte l'expérience en politique. Ils ont exercé des fonctions au niveau ministériel pendant des années, au niveau régional, au niveau local. Ça leur donne une expérience. Mais je pense que ça appelle aussi un peu d'humilité. Voilà. Plutôt que de dire en permanence que tout va mal, que tout est mal fait, sans proposer d'alternatives crédibles. Vous parliez tout à l'heure des questions d'immigration. On voit bien que... Et ils vous disent que vous êtes naïf sur cette question. On voit bien que pour les candidats, les républicains ou proches de ce parti, puisqu'un certain nombre d'entre eux l'ont quitté, ils trouvent assez peu de choses à dire sur notre gestion de la crise sanitaire, de la vaccination et sur les questions économiques. Parce que c'est assez largement salué quand même qu'on a bien géré les choses. On va essayer de continuer à le faire. Et donc c'est vrai qu'ils considèrent que c'est sur le terrain régalien de l'immigration, de la sécurité, qu'il faut, entre guillemets, aller taper le gouvernement. Mais je les entendais dire, il y a un laxisme vis-à-vis de l'immigration, etc. En 2019, qui est la dernière date consolidée qu'on a sur nos chiffres d'immigration, puisqu'après il y a eu la crise sanitaire, on procédait à 50% d'éloignement forcé en plus qu'à l'époque où Xavier Bertrand et Valérie Pécresse étaient ministres en 2011. Ça, c'est des faits très concrets. Donc après, quand ils nous accusent de laxisme, qu'ils expliquent que les choses ne fonctionnent pas en France avec ce gouvernement, qu'ils disent très concrètement ce qui ne fonctionne pas et comment il faudrait améliorer les choses. Face à ces oppositions, Gabriel Attal, on entend beaucoup dire dans la majorité en ce moment que la candidature d'Emmanuel Macron en 2022 est une évidence. Est-ce que vous partagez cette idée? Est-ce que c'est une évidence, cette candidature du président de la République? Il est évident que je la souhaite et que je pense qu'elle est importante pour notre pays. Et est-ce qu'il est évident qu'il le sera? Il y a beaucoup de transformations qui ont été engagées dans notre pays depuis 2017. Et d'ailleurs qui nous ont permis d'affronter la crise qu'on connaît aujourd'hui, plus robuste que ne l'était notre pays en 2017. Est-ce qu'il est évident qu'il l'est déjà? Mais je vais vous répondre, mais je vous dis pourquoi d'abord, pour moi, c'est important que le président puisse être candidat et puisse être réélu. On a engagé des transformations qui nous ont permis d'affronter cette crise mieux qu'on ne l'aurait affrontée en 2017. Si on arrive à maintenir un taux très fort de jeunes en apprentissage, c'est parce qu'il y avait eu la réforme de l'apprentissage de Muriel Pénicaud. Si on a pu faire le quoi qu'il en coûte, on en parlait tout à l'heure, c'est parce qu'il y a eu une gestion extrêmement rigoureuse des finances publiques depuis 2017 dans notre pays. On était sorti de la procédure d'excédent budgétaire à Bruxelles. Sur tous ces sujets-là, je pourrais vous dire tout ce qui avait été fait avant la crise Covid et qui nous a permis de l'affronter. Donc oui, je souhaite que le président de la République puisse continuer à porter les transformations et la modernisation nécessaires de notre pays dans les années qui viennent. Maintenant, le président, il n'est pas candidat aujourd'hui. Pas aujourd'hui, c'est à lui de le dire. Et donc je ne peux pas vous dire, je ne peux pas m'exprimer. Mais on le saura avant la fin de l'année ou pas? Je ne peux pas m'exprimer pour le président de la République. Ce que je peux vous dire, c'est que, il l'a dit, il présidera jusqu'au dernier quart d'heure. Oui. On va continuer à agir jusqu'au dernier quart d'heure. Peut-être qu'on a pu être habitué par le passé, dans la dernière année d'un mandat, à ce qu'on lève un peu le crayon pour se concentrer sur l'élection présidentielle. C'est pas notre cas. On peut pas faire ça parce qu'on a une crise sanitaire. Il est convié ici, bien sûr, le président de la République, s'il veut déclarer. Je transmettrai l'invitation. J'espère qu'il nous écoute. Marion Mourgue. Juste un mot sur Jean-Luc Mélenchon qui fait sa rentrée aujourd'hui. Est-ce que vous dites toujours de lui qu'il a perdu sa boussole républicaine? C'est des mots que vous avez employés. Oui, je pense qu'il y a eu un certain nombre de déclarations qui, moi, m'ont choqué. Et qui m'ont d'autant plus choqué qu'elles ne ressemblent pas au Jean-Luc Mélenchon qu'on a pu connaître il y a un certain nombre d'années. Voilà. Sur la question de la laïcité, sur la question de l'islamisme dans notre pays. Il y a eu des prises de position, y compris sur la crise sanitaire, parfois avec des propos quasiment complotistes. Mais boussole républicaine, est-ce que c'est pas un peu méprisant de dire ça, voilà, par exemple, vous voyez, si à chaque fois qu'on répond aux oppositions et qu'on donne notre avis sur ce qu'elles disent ou ce qu'elles font, c'est être méprisant, vous allez considérer que... Vous lui dites bonne chance pour sa dernière candidature à l'Élysée? Je ne vais pas dire... si, vous pouvez. Bonne chance. Bon, vous ne le dites pas. C'est l'heure de notre nouvelle rubrique. Le grand jury, vous, président. Alors, vous n'êtes pas candidat à la présidentielle, enfin, sauf... non, vous nous le confirmez. Mais l'ambition de devenir président, Gabriel Attal anime souvent, pour ne pas dire forcément, des politiques, surtout quand ils commencent jeunes comme vous. Alors, à vous de vous mettre dans la peau d'un président. Vous, président, pour ou contre autoriser l'euthanasie active?
je ne comprends pas là Êtes-vous pour ou contre, si vous étiez président, de mettre en place l'euthanasie active ? Il n'y a pas besoin d'être président pour avoir un avis sur la question. Hein, donc Alors dites-nous votre avis. Je vais vous répondre. Moi, je considère qu'il y a une loi qui a été adoptée à la fin du quinquennat de François Hollande, la loi Claes-Leonetti, qui a été une avancée, parce qu'elle permet de rendre les directives anticipées contraignantes, parce qu'elle permet de progresser sur un certain nombre, dans des conditions dramatiques, de moyens d'apaiser les souffrances à la fin de la vie, et que nous, le choix qu'on a fait dans la campagne de 2017, c'est de dire qu'on laissait cette loi s'appliquer pour en mesurer les effets avant de dire si on souhaitait oui ou non faire évoluer la législation. Et donc Olivier Véran a confié une mission à des personnalités qui doivent évaluer ce texte. Si on constate qu'il y a un certain nombre de situations pour lesquelles la législation telle qu'elle existe ne permet pas de répondre à ces situations dramatiques, moi je suis favorable à ce qu'on aille plus loin et qu'on le propose dans le cadre de l'élection présidentielle. Alors, c'est pour ou contre, hein, vous, président, pour ou contre favoriser l'installation des éoliennes en mer ? Je suis pour, dès lors que c'est un projet qui a été partagé avec les élus locaux, avec les acteurs de la biodiversité. Le Premier ministre, vous le savez, s'est rendu hier ou avant-hier près de Saint-Nazaire, où il y a un premier parc d'éoliennes en mer qui est lancé à 20 km des côtes. C'est dit. Vous, pour ou contre, voilà, vous, président, pour ou contre les 30 km/h dans les rues de toutes les grandes villes de France, comme c'est le cas aujourd'hui à Paris ? Je pense que ça dépend des villes, que c'est pour le coup une décision qui dépend vraiment des élus locaux. Ça sera laissé à la... Je pense qu'il y a aujourd'hui assez peu de cas à Paris où on arrive à aller jusqu'à 30 km/h. Vous, président, dans les rues. vous, président, pour ou contre l'instauration de la semaine de travail de 4 jours ? Non, je ne suis pas favorable, encore une fois. Je pense que on a aujourd'hui une législation qui existe sur le temps de travail. Il y a eu des conquêtes qui ont eu lieu sur ce sujet-là. Je pense qu'aujourd'hui, on a une forme d'équilibre. Il y a d'ailleurs la possibilité d'y déroger dans certains secteurs et on voit que les salariés y sont favorables. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de décisions qui peuvent se prendre au niveau des branches et des entreprises. Enfin, vous, président, si vous deviez choisir, ça peut éventuellement arriver, entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, vous travaillez avec qui ? Moi, je ne me projette pas dans ce choix. Eh bien, c'est dit. Je suis contre ce choix. Vous êtes contre ce choix. La parole aux électeurs. Le grand jury, parole aux électeurs. Question nette devient donc parole aux électeurs tout au long de la semaine. Vous pouvez interpeller notre invité via nos réseaux sociaux ou à l'adresse témoin@rtl.fr et nous vous contacterons. Et c'est vous, Marie-Pierre Alatte, bonjour. Bonjour, Gabriel Attal. Qui réceptionnez les propositions, vous en avez eu beaucoup. Dites-nous ce que vous avez retenu. Oui, exactement. Et aujourd'hui, la parole est à Sophie. Elle est infirmière libérale. Elle a attentivement suivi les annonces du gouvernement sur le Ségur de la santé et le plan d'investissement dans les hôpitaux. Et elle a une question pour vous. Écoutez-la. Bonjour Monsieur Attal, je suis Sophie Mazelin, infirmière libérale dans l'Oise. Alors voici ma question. Vous avez mis en place le Ségur de la santé qui a permis de revaloriser les salaires des soignants à l'hôpital. J'aimerais savoir ce qu'il en est pour les infirmiers libéraux. Oui, c'est vrai, c'est important de le rappeler. On a mis en place le Ségur de la santé. Il n'y a jamais eu, sur un temps aussi court, une telle augmentation de salaire et de rémunération à l'hôpital. Et donc, du coup, en moyenne, pour une infirmière qui travaille à l'hôpital, ça peut aller jusqu'à 400 € net en plus par mois de rémunération depuis le Ségur de la santé. C'est un investissement colossal. Maintenant, évidemment, et Olivier Véran a régulièrement l'occasion de le dire, ça ne veut pas dire qu'on oublie nos professionnels de santé libéraux en ville. Et donc, il y a des discussions conventionnelles qui ont lieu avec l'assurance maladie, avec le ministère de la Santé, parce qu'on souhaite évidemment que la rémunération de nos professionnels, y compris en ville, puisse progresser. Ça se fait notamment, je ne vais pas rentrer dans la technique, avec des dispositifs de forfait pour la prise en charge donc ça sera sur la longue durée. Vous espérez une augmentation Bien sûr, mais notamment pour la prise en charge de patients âgés, de maladies chroniques, avec des rémunérations qui augmentent. Autre question. Oui, vous avez parlé durant l'émission des entreprises donc, qui vont recevoir du grand public et qui vont mettre en place le pass sanitaire pour les employés. Mais il y a aussi d'autres entreprises avec des chefs d'entreprise qui, eux, ne sont pas concernés mais veulent quand même rendre le pass sanitaire obligatoire dans leur entreprise. Maintenant, ils risquent des sanctions, parce que Jean Castex a dit que ce n'était pas encore d'actualité. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'ils aient envie de le faire et est-ce qu'ils méritent ces sanctions d'après vous ? Moi, je peux entendre que des chefs d'entreprise aient envie que leurs salariés soient vaccinés le plus largement possible, évidemment. Maintenant, ce n'est pas prévu par la loi aujourd'hui. Je rappelle que c'est la loi, le Parlement, démocratiquement, qui fixe les conditions dans lesquelles le pass sanitaire s'applique, que ce n'est pas le cas dans ces entreprises-là. C'est le cas dans les établissements recevant du public. Par ailleurs, je pense que les chefs d'entreprise peuvent faire beaucoup pour faire progresser la vaccination. Sans forcément mettre en place le pass sanitaire. Bien sûr, en échangeant avec les salariés, en faisant intervenir la médecine du travail. Dans certaines entreprises, c'est possible.
Voilà, je pense qu'il y a beaucoup qui peut se faire aussi au niveau de l'entreprise. Autre question. Oui, il y a eu une campagne nationale d'affichage du ministère de l'Éducation qui a fait la promotion de la laïcité à l'école. Vous l'avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux. Elle a fait débat parce qu'elle est très orientée sur la couleur de peau des enfants. Et l'association Vigie de la laïcité, qui a dénoncé sur Twitter une campagne qui ne représente en rien, d'après elle, la laïcité justement. Et dans cette association, il y a un certain monsieur Schiappa, père de Marlène Schiappa, votre collègue au gouvernement. Est-ce que vous trouvez que c'était une bonne campagne d'après vous ? Je n'ai pas vu dans les détails cette campagne, je vous avoue. Pourtant, elle a été partagée partout, elle a même été présentée par Jean-Michel Blanquer lors de sa conférence de rentrée. Oui, j'ai vu passer certains visuels. Moi, je pense que c'est important toujours d'expliquer ce qu'est la laïcité. Je pense que dans les messages qui sont relayés textuellement sur cette campagne, ça permet de rappeler que c'est le fait de pouvoir accéder aux mêmes enseignements, quel que soit... Mais cette campagne ne marche pas à choc. Est-ce qu'il faut la retirer ? Non, très franchement, je pense que c'est important de relayer ces messages. Et on fait beaucoup depuis 2017 pour renforcer les messages autour de la laïcité. Maintenant, c'est peut-être important de l'accompagner en l'expliquant, en faisant de la pédagogie. Visiblement, il y a besoin. Marie-Pierre, une dernière interpellation d'auditeur, rapidement. La semaine dernière, il y a eu le match entre l'OGC Nice et l'OM qui a dû être interrompu après plusieurs incidents et donc aussi une bagarre générale sur le terrain. Tout sauf du foot pour les internautes, comme Eric, par exemple, qui est supporter de Nice. Il était présent au match avec son fils et il vous interpelle. Écoutez-le. Bonjour Gabriel Attal, Eric Fouzari, niçois, ancien cadre RPR, mais également impliqué dans ma ville en tant que président de comité de quartier. Nous étions avec mon fils au stade pour voir ce match déplorable avec une sécurité dépassée. Ma question est, pourquoi nous laissons pénétrer dans des stades des gens qui ne sont pas de véritables supporters ? Rapidement, Gabriel Attal, on arrive à la fin de cette émission. D'abord, la sécurité d'un match, elle dépend avant tout du club qui accueille le match dans son stade. Bon, il y a probablement des choses à faire évoluer sur ce sujet-là. Ensuite, sur la question des supporters, je pense que c'est un débat qui peut toujours exister. On peut aussi regarder ce qui se fait à l'étranger. Il y a un certain nombre de pays qui ont pris des mesures plus restrictives. Moi, je pense que c'est un débat. Vous serez favorable à dissoudre ce groupe de supporters, par exemple ? Je considère que je ne bénéficie pas de suffisamment d'informations pour vous répondre précisément sur ce point. Mais peut-être qu'il y a des mesures supplémentaires. Je sais que des parlementaires, Sacha Houlié, Marie-Georges Buffet, avaient travaillé sur ces questions-là. On peut probablement continuer à progresser. Merci Gabriel Attal, merci à tous les trois, merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine, à la semaine prochaine.